L'oppression des Palestiniens est d'une horreur sans nom. Le mois dernier, on a vu des nouvelles attaques de la part de l'État israélien. On a d'abord vu l'armée et la police israélienne forcer le vol de maisons d'une douzaine de familles palestiniennes par les colons juifs dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Ensuite, on a vu une nouvelle provocation alors que la police israélienne a interdit aux Palestiniens de se rassembler devant la porte de Damas à Jérusalem-Est, un lieu de rassemblement habituel pour les résidents palestiniens. Des manifestations pacifiques ont été accueillies par une violence gratuite par l'État israélien. Et ensuite, l'insulte a été ajoutée à l'injure lorsqu'une foule de fascistes et de racistes a défilé à Jérusalem en criant des slogans tels que « Mort aux Arabes ». Dans ce contexte, on va voir la police et l'armée aggraver la situation en prenant d'assaut à coups de grenades lacrymogènes le mont du Temple et la mosquée Al-Aqsa qui s'y trouve, en fait, qui est un lieu sacré important pour l'islam. Tout ça juste à la fin du Ramadan, alors que c'était bondé de monde. Et cette dernière provocation, c'était assez clair, ça avait pour but de déclencher un conflit avec le Hamas, cette formation islamique qui contrôle la bande de Gaza. C'était une décision délibérée de la part du gouvernement du premier ministre Netanyahou qui voulait servir de ça pour se montrer comme l'homme fort d'Israël au moment où il essaie d'empêcher la formation d'un gouvernement de coalition dont il allait être exclu. On joue alors la carte de la peur et de la défense nationale. Et comme on pouvait s'y attendre, le Hamas, qui est un outil bien pratique pour la classe dirigeante israélienne, va répliquer avec des tirs de roquettes sur Israël. Et voilà, en un claquement de doigts, le plan de l'impérialisme israélien était en marche. On va répondre au Hamas avec des violentes frappes aériennes sur la bande de Gaza, qui est un territoire immensément dense, alors que plus de 2 millions de personnes s'entassent dans à peine 360 km². La population gazaoui a littéralement aucune possibilité de s'échapper, alors que la plupart des roquettes qui sont tirées sur Israël sont arrêtées quasiment automatiquement par le système de défense puissant israélien. Les Gazaouis ne possèdent pas de telle défense. Ce qui fait qu'après 11 jours de bombardements impitoyables sur Gaza, c'est plus de 240 Palestiniens qui sont morts, dont bien des enfants, et ça a fait des milliers de blessés graves. Et le bombardement a provoqué le déplacement de plus de 75 000 personnes. Leurs maisons ont été détruites et il y a des graves dommages qui ont été infligés aux infrastructures essentielles, les écoles, l'électricité, approvisionnement en eau potable, les hôpitaux, d'ailleurs, dont le seul centre de vaccination pour la COVID. C'est complètement dégueulasse. La population de Gaza va payer un lourd prix, en fait, pendant de nombreuses années pour cette attaque-là. Et malheureusement, ces événements-là n'ont rien de nouveau, en fait. Ça reflète bien l'horreur que subit le peuple palestinien depuis plus de 70 ans. On peut donner quelques chiffres, quelques exemples. Les familles à Gaza ont accès en moyenne à peine plus de 12 heures d'électricité par jour en temps normal. Et le taux de chômage dans la bande de Gaza est de plus de 50%. Puis en raison du blocus économique qu'impose Israël et l'Égypte de l'autre côté, les choses les plus essentielles comme les soins de santé et une alimentation suffisante font défaut. La bande de Gaza, c'est littéralement une prison à ciel ouvert. Puis pendant ce temps, en Israël, les Palestiniens sont littéralement traités comme des citoyens de seconde zone. Et les quartiers arabes souffrent d'un manque constant de ressources. Donner un exemple, à Jérusalem-Est, c'est 72% des familles palestiniennes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est vraiment dégueulasse. Et comme on commence à être habitué à le voir depuis plusieurs années, avec la nouvelle attaque d'Israël, les grands médias et les politiciens bourgeois ont fait ce qu'ils font à chaque nouvelle phrase de l'impérialisme israélien. Ils ont minimisé la violence, minimisé la brutalité israélienne. On va condamner la violence des deux côtés. On va utiliser des euphémismes pour ramener l'attaque à une question de tension ou d'escalade du conflit. On a Joe Biden, le soi-disant progressiste, qui s'est dépêché de défendre le droit d'Israël à se défendre. Mais c'est complètement ridicule parce que le conflit est complètement asymétrique. D'un côté, on a Israël, la plus grande puissance militaire au Moyen-Orient et un pays capitaliste développé,
soutenu et financé par l'impérialisme occidental. Puis de l'autre côté, on a quoi? On a un peuple opprimé, sous occupation, sans État, sans armée comparable, dont les maisons sont confisquées ou bombardées. C'est vraiment fou de voir ça, en fait. Mais dans tout ce contexte terrible, je commence avec une note très dramatique parce que je pense que c'est vraiment, vraiment important. Mais dans tout ce contexte terrible, je pense que c'est important de souligner le courage et la détermination du peuple palestinien dans sa résistance à l'oppression. D'ailleurs, dans les derniers mois, on a assisté à une vague croissante de lutte contre les expulsions, contre les démolitions, contre les expropriations des terres et contre les provocations anti-palestiniennes quotidiennes de l'extrême droite sioniste, avec une nouvelle génération de jeunes militants palestiniens qui entrent en lutte pour la première fois. C'est ce qu'on a vu depuis des mois, et le tout a culminé, en fait, avec une grève générale le 18 mai, et le message qui est envoyé était clair. La répression n'aboutira à rien d'autre, en fait, qu'à une résistance encore plus déterminée. Et il y a une caractéristique très significative qu'on a vue dans les récentes protestations, puis en particulier dans la grève générale du 18 mai, en fait, c'est que la lutte a commencé à l'intérieur des frontières de 1949, là, la fameuse ligne verte, en fait, les frontières en Israël. Et ça a été mené et organisé par des comités, des réseaux et des organisations qui sont complètement en dehors, en fait, de la direction palestinienne officielle. Ça a vraiment révélé une profonde méfiance envers le Fatah et l'autorité palestinienne, ainsi aussi qu'envers le Hamas. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que les mobilisations ont transcendé les divisions existantes, unifié la lutte des Palestiniens contre l'occupation, contre la discrimination et l'oppression à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans les camps de réfugiés palestiniens et surtout, comme je l'ai mentionné, à l'intérieur de la ligne verte de 1948. Et cette lutte de masse palestinienne unifiée a aussi trouvé un écho formidable dans la classe ouvrière et la jeunesse du monde entier. Hein. Je pense que vous l'avez tous vu, vous êtes peut-être allés aux manifestations à Montréal ou ailleurs. Puis ça a vraiment inspiré une vague de solidarité internationale qui se développe à l'échelle mondiale. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi les perspectives, en fait? C'est quoi la solution pour mettre fin à l'oppression des Palestiniens? Pour développer des perspectives, nous, les marxistes, on commence toujours par voir la situation dans son ensemble, ce qui commence avec une approche historique. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? D'abord, il faut comprendre ce qui a mené à la création d'Israël. Il faut d'abord voir le contexte de l'immense oppression historique des Juifs qui remonte jusqu'à l'Antiquité. Dans l'Europe médiévale, on va faire des Juifs les boucs émissaires de tous les maux sociaux. Ils vont être ghettoisés, maltraités, pillés, tués. En Russie, sous l'Empire tsariste, l'antisémitisme était omniprésent avec d'immenses pogroms, des lois anti-juives. Ça va être particulièrement intense à la fin du 19e siècle. Et dans ce contexte, on a le projet du sionisme, l'idée d'aller fonder un État juif en Palestine, qui va être lancé vers la fin des années 1890, d'abord par un journaliste austro-hongrois, Theodor Herzl. Recording in progress. Et c'est une idée, en fait, qui va rester minoritaire pendant longtemps. Il faut comprendre que dans l'Empire russe et l'Europe de l'Est, où l'oppression était énorme, une énorme masse de travailleurs juifs, en fait, ne vont pas se tourner vers le sionisme. Ils vont plutôt joindre en masse le mouvement socialiste. Le sionisme, c'est un projet qui était essentiellement mis de l'avant par les bourgeois et petits bourgeois juifs en réponse et en opposition principalement aux élans révolutionnaires des masses juives pauvres d'Europe, chez qui il y avait une tendance à s'unifier avec les travailleurs des autres groupes opprimés pour lutter contre le capitalisme. On verra d'ailleurs en fait comment la révolution russe de 1917 va rapidement mettre fin à l'horreur des pogroms et l'horreur de l'oppression. Et donc, le sionisme, qui est un projet de séparation et non d'unité, avait très peu d'attraction pour la majorité des masses juives pauvres d'Europe. Mais ce qu'on va voir, c'est évidemment la tragédie de la Shoah, hein, où c'est plus des 2 tiers, en fait, des Juifs d'Europe, le tiers de la population juive mondiale qui vont être assassinés. Et ça va éventuellement mener plus de Juifs d'Europe à fuir et aller se réfugier en Palestine. Et dans la suite des événements qui vont mener à la création d'Israël, je n'aurai évidemment pas le temps d'entrer dans tous les détails,
on serait ici encore jusqu'à demain matin. Mais on doit souligner le rôle particulièrement réactionnaire de l'Empire britannique qui contrôlait la Palestine à l'époque et qui va promettre le territoire tantôt aux Arabes, tantôt aux Juifs, sans jamais avoir l'intention d'accomplir ses promesses. Et éventuellement, on va voir dans la période entre 1936 et 1939, on va voir de plus en plus une révolte arabe contre la domination britannique en Palestine. Et à ce moment-là, les Britanniques vont utiliser les sionistes et les milices juives pour attaquer le mouvement. Et par la suite, à partir de 1939, les milices juives vont mener la charge contre la domination britannique parce qu'on avait promis la terre aux sionistes sans leur donner. Et donc, on va avoir une série d'attentats, dont la plus connue, possiblement celle de l'attentat de l'hôtel King David en 1939, je crois. Le contexte de tension importante va éventuellement amener un vote aux Nations unies en 1947 pour la création en Palestine d'un État juif et d'un État arabe et d'une administration internationale à Jérusalem. En fait, comme les marxistes de l'époque l'avaient prédit, c'était assez clair, en fait, que les impérialistes avaient l'intention de se servir de la création d'Israël comme d'un outil pour imposer leur contrôle sur le Moyen-Orient. Et il faut comprendre que pour s'imposer au Moyen-Orient contre les puissances capitalistes arabes, l'État juif allait avoir besoin d'une armée forte. Mais comme en Palestine, il n'y avait pas de base industrielle avancée, Israël allait pouvoir survivre qu'en obtenant le soutien de l'impérialisme étranger, duquel il allait demeurer vraiment à la merci, en fait. Et donc, si d'un côté, l'impérialisme va avoir un rôle important pour propulser le sionisme, il faut aussi souligner le rôle central qu'a joué l'Union soviétique stalinienne, qui va d'ailleurs détruire l'autorité des communistes dans le monde arabe pendant des décennies. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, les marxistes authentiques s'étaient opposés à la création d'Israël et à la partition de la Palestine parce que ça revenait essentiellement à nier le droit à l'autodétermination des Palestiniens. C'était complètement réactionnaire. Et inévitablement, c'était clair, en fait, que ça allait amener au conflit, au désastre dans la région. Il y a Léon Trotsky, en fait, qui avait prédit vraiment assez clairement que c'était un piège sanglant, en fait, la création d'Israël. Et ceci dit, il faut mettre les choses au clair, le stalinisme n'a rien à voir avec le marxisme. Et ce qu'on va voir, c'est que Staline va soutenir la partition de la Palestine et la création d'un État juif, croyant qu'il pouvait se servir de ça comme d'un rempart contre les monarchies arabes qui étaient sous influence britannique à l'époque. Et pire encore, la Tchécoslovaquie sous domination soviétique, ça va être en fait l'un des premiers États à armer le nouvel État juif. C'était vraiment une complète trahison de toutes les aspirations du marxisme qui lutte contre toute forme d'oppression et qui ne bâtit jamais l'émancipation d'un peuple sur le dos ou sur l'oppression d'un autre peuple. Donc, par le vote aux Nations unies, on va octroyer 56% des terres aux Juifs en Palestine, alors qu'ils ne représentaient que 31% de la population. Ça incluait 85% des terres agricoles. Et donc, Israël est officiellement créé en 1948 et ça va immédiatement être suivi par une guerre où les pays arabes voisins vont attaquer Israël. Dans ce processus-là, Israël va finir par gagner beaucoup plus de territoire que ce que l'ONU avait octroyé, en fait. Et ça va vraiment se faire avec une politique d'attaque sur les Palestiniens, de bombardement, de terrorisme, de meurtre. Israël a littéralement été construit au travers des méthodes de terrorisme et de nettoyage ethnique. Et en conséquence de ça, ça va être quoi? Ça va être la Nakba, la catastrophe. C'est plus de 700 000 Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur foyer, qui sont devenus des réfugiés. Rapidement, une loi va être adoptée par le gouvernement israélien pour déclarer que les Palestiniens ne pouvaient plus retourner sur leur terre, les Palestiniens réfugiés. Également, un point aussi à mentionner, c'est que la création d'Israël, puis tout le conflit qui va survenir, ça va participer à la montée de l'antisémitisme dans le monde arabe et à l'instabilité pour les Juifs dans la région. Et on va voir plusieurs Juifs être expulsés des pays arabes en guerre avec Israël. On estime que c'est plus de 600 000 Juifs dans la région qui ont été forcés de quitter leur pays pour aller se réfugier en Israël. Ce qui fait que rapidement, le portrait démographique va changer. On va avoir une majorité juive en Israël et on va éventuellement
se retrouver avec des milliers de réfugiés palestiniens en dehors d'Israël. On va aussi avoir des Palestiniens dans la bande de Gaza et la Cisjordanie qui n'étaient pas encore occupés. Et donc, depuis ce temps, ben, la résistance palestinienne s'organise. Et ça va prendre différentes formes, différentes tactiques au fil des ans. J'ai évidemment pas le temps d'entrer dans tous les détails. Mais ce qu'on peut mentionner, c'est en 1964, la création de l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, avec le Fatah, qui existait déjà avant, et qui va finir par être l'organisation qui va être la plus dominante dans l'OLP. Et cette organisation, en fait, faisait la promotion des tactiques de guérilla, ce qu'on appellerait en langage marxiste de terrorisme individuel. Et j'aimerais préciser un point. En fait, en tant que marxiste et internationaliste, on n'est pas neutre, en fait, ou au-dessus des camps dans un tel conflit. On défend le droit des Palestiniens à une patrie et leur droit à résister à l'oppression par tous les moyens nécessaires. La violence des opprimés ne peut jamais être assimilée à celle des oppresseurs. Donc, je pense que c'est clair. Mais la question est de savoir, en fait, quelles méthodes sont efficaces et quelles méthodes, au contraire, sont inefficaces ou contre-productives dans la lutte contre l'oppression. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que les méthodes de l'OLP de terrorisme vont jouer le jeu des sionistes. Parce que le gouvernement israélien va pouvoir se servir, en fait, des attaques terroristes pour dire regardez, tous les Arabes veulent détruire Israël et ses habitants et mobiliser un discours de défense de la patrie, défense de la nation, ce qui voulait autrement dire attaquons les Palestiniens. Là. Il faut les rentrer les lignes. Et donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que ces méthodes-là de l'OLP, ultimement, ne vont participer qu'à pousser les travailleurs israéliens dans les bras de la classe dirigeante israélienne, ce qui va de facto renforcer l'État israélien et renforcer sa capacité à opprimer encore plus le peuple palestinien. Et donc, ça, c'est pour les tactiques de l'OLP. Un autre élément important à mentionner quand on regarde un peu l'histoire, c'est la guerre de 6 jours en 1967, où on va voir Israël entrer en guerre avec les puissances arabes dans la région. Et ce qu'on va voir, c'est qu'éventuellement, en un claquement de doigts, Israël va détruire tout l'arsenal des puissances arabes, en fait, et va profiter de l'occasion pour aller chercher encore plus de territoire. On va aller s'étendre jusqu'à Gaza, jusqu'au plateau du Golan. Et donc, en fait, le résultat de la guerre de 6 jours, je lisais un article parce qu'il y avait un journaliste, en fait, palestinien qui disait la guerre de 6 jours, c'est pas vraiment une guerre de 6 jours, c'est plus une guerre de 50, 60 ans, en fait, parce que la réalité, c'est que ça va aussi participer à augmenter assez drastiquement l'oppression des Palestiniens. Depuis ce temps-là, c'est assez incroyable. Et Israël est vraiment sorti complètement renforcé par la guerre, backé, comment dire, soutenu, excusez-moi pour l'anglicisme, soutenu par l'impérialisme occidental. Et ça l'envoyait un message assez clair aux autres puissances de la région. Essayez pas, on est la puissance. Donc, ça c'est pour la guerre de 6 jours. Mais ultimement, après ça, on va continuer à voir, en fait, l'OLP poursuivre ses attaques. Mais ultimement, ce qu'on va constater, c'est qu'après des décennies de terrorisme individuel, d'attaques de guérilla, ben, il n'y a rien, en fait, qui va avoir changé. Les techniques de l'OLP n'ont pas mené le peuple palestinien un minuscule pas en avant dans l'atteinte d'une libération ou d'un territoire autonome. Et éventuellement, ce qui va réussir à ébranler l'État israélien et à le forcer à faire des concessions, c'est l'intifada de 1987. Ça a commencé en 86. La fameuse première intifada, ce qui était essentiellement un soulèvement massif de la jeunesse et des travailleurs palestiniens, dans lequel les dirigeants de l'OLP ont joué aucun rôle. Des comités locaux sont apparus pour diriger le mouvement et ont mis les méthodes de grève, les méthodes de la lutte des classes, vraiment à l'ordre du jour. Et ce qu'on va voir, c'est qu'à la fin de l'intifada, l'État israélien a été contraint de faire des concessions, en fait, ce qui a éventuellement conduit aux accords d'Oslo en 1993 et à la création de l'autorité palestinienne en 1994. Ce que l'intifada a montré, en fait, c'est que les Palestiniens étaient prêts à se mobiliser
Et ça a montré au gouvernement israélien qu'il ne pouvait pas simplement continuer de maintenir la pression sur les Palestiniens par la simple force militaire. Et c'est pourquoi ils vont ensuite, le gouvernement israélien va ensuite consentir à octroyer l'autorité palestinienne, ce qui est une façon de donner un semblant d'État, mais pas vraiment un État, en fait, parce que les frontières et l'économie étaient encore entièrement contrôlées par Israël. Donc, le but de ça, en fait, c'était d'amener les leaders palestiniens à faire la police des Palestiniens pour le compte d'Israël. Parce que c'était plus facile, en fait, d'avoir une police palestinienne qu'un soldat israélien qui est déjà vu comme l'ennemi. Et donc, ce qu'on va voir dans ce contexte-là, c'est que la direction de l'OLP va simplement capituler et accepter de jouer le rôle de chien de garde pour contenir la résistance palestinienne, trahissant ainsi tout le mouvement. Et on va voir qu'on va... C'est un phénomène qu'on a déjà vu souvent à d'autres moments dans l'histoire. On va finir par corrompre, en fait, les leaders palestiniens qui vont beaucoup s'enrichir. Aujourd'hui, il y a une couche assez importante de dirigeants palestiniens qui sont littéralement des millionnaires. En conséquence, en fait, cette trahison-là, cette corruption-là, ce qu'on va voir, c'est le Hamas qui va gagner en popularité comme alternative au Fatah puis à l'OLP. Le Hamas, c'est une force totalement réactionnaire qui a des origines, évidemment, dans le fondamentalisme musulman, financé par l'impérialisme, notamment financé par Israël. À une certaine époque, dans les années 70-80, Israël avait financé le Hamas parce qu'il voulait s'en servir comme opposition à la gauche, opposition à l'OLP. Bref, le Hamas, c'est un outil, c'était vu comme un outil pour lutter contre l'OLP. Et donc, après que l'autorité palestinienne va être discréditée, le Hamas va parvenir à prendre le pouvoir à Gaza. Et aujourd'hui, c'est quoi le portrait? D'un côté, on a le Hamas qui contrôle la bande de Gaza, et on a le Fatah qui contrôle la Cisjordanie, et il n'y a pas grande liberté de parole. En Cisjordanie, la situation est aussi critique. J'ai parlé de la bande de Gaza tantôt, mais en Cisjordanie, il faut comprendre qu'Israël colonise le territoire depuis des décennies, en fait, et ça s'accélère. Dans les années 80, il y avait à peu près 5000 colons juifs qui étaient installés là. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 400 000 colons juifs. Et depuis les années 90, ça a fait un bond énorme, gigantesque. Et ce que fait l'État israélien avec la colonisation, c'est littéralement morceler le territoire. Il y a des cartes que vous pouvez voir là, sur Internet qui montrent assez clairement ce qui est en train de se passer. Donc, on annexe progressivement la Cisjordanie à Israël parce qu'on arrive à une situation où les Palestiniens ont de moins en moins de territoires unifiés. Et donc, Israël est littéralement en train d'annexer de facto des grosses portions de la Cisjordanie. Mais un point que je voudrais mentionner, c'est qu'en ce moment même, en fait, en Cisjordanie, le mouvement palestinien dont j'ai parlé au début, en fait, qu'on a vu dans les dernières semaines, le mouvement se poursuit activement en Cisjordanie contre la corruption de l'autorité palestinienne et du président Abbas et contre la collaboration avec Israël pour maintenir, qui maintient et l'autorité palestinienne maintient une vive répression sur le mouvement. Et là, le mouvement continue, en fait, dans le contexte où l'autorité palestinienne vient de faire assassiner un activiste qui était très, très, très vocal, qui critiquait activement le Fatah et le régime en place. Et donc, les choses brassent aussi en Cisjordanie. Donc, j'ai fait un certain portrait. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter. Maintenant, la question, comment on met fin à l'oppression? C'est quoi la solution? Il y a différents trucs qu'on entend un peu partout dans les médias, dans le mouvement. Il y a la fameuse solution à 2 États. Donc, l'idée de créer un État palestinien indépendant. Cette solution-là, c'est plus une farce qu'une solution quand on voit en ce moment la colonisation de la Cisjordanie. Les seuls qui mettent cette idée-là de l'avant aujourd'hui, c'est parfois certains impérialistes, mais même encore eux, ils disent, puis on dirait qu'ils n'y croient pas. En fait, la réalité, c'est que l'État israélien ne va jamais permettre qu'un État palestinien, avec sa propre force militaire, puisse venir challenger le pouvoir d'Israël dans la région.
l'économie des territoires occupés est extrêmement dépendante du capitalisme israélien. Et donc, la création d'un État palestinien, c'est pas juste politique, en fait, ça vient avec des demandes. Ça vient avec des demandes économiques pour des meilleurs jobs, pour un système de santé, pour du logement. Et éventuellement, ben, ça viendra en conflit avec le capitalisme israélien. Et en fait, cette solution-là de créer un État israélien indépendant, palestinien indépendant, ben, faut se rendre à l'évidence que si ça voyait le jour, en ce moment, sous le capitalisme, ben, ça serait rien d'autre qu'un État vassal, si on veut, d'Israël et des autres puissances impérialistes, puis ça changerait fondamentalement rien pour les masses opprimées. Maintenant, est-ce qu'une solution à un État unifié pour les Palestiniens et les Israéliens, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, en fait? C'est ça, je pense, la question qu'on peut se poser. Je dirais qu'il y a plusieurs problèmes avec ça. D'abord, quelque chose qu'on entend dans le mouvement beaucoup, en fait, c'est l'idée de faire appel à la communauté internationale, faire appel à l'ONU, aux États-Unis, à l'Union européenne pour inciter Israël à arrêter la colonisation, à ouvrir ses frontières, à cesser l'oppression des Palestiniens. Donc, c'est l'idée qu'on devrait faire pression pour avoir du sionisme plus soft, plus libéral ou à la, je sais pas, à la Justin Trudeau, quelque chose comme ça. mais la réalité, c'est que Israël, c'est un partenaire, c'est possiblement le partenaire le plus fiable de l'impérialisme occidental au Moyen-Orient. Et l'ONU, ben, c'est rien de plus qu'un compromis entre les différentes puissances impérialistes qui ne peut pas faire grand-chose essentiellement. On l'a déjà vu à plein de fois dans l'histoire. Ils font généralement rien, en fait. Et je pense qu'il faut être clair que les Palestiniens ne peuvent rien s'attendre, en fait, des puissances capitalistes, à part quelques promesses creuses ou des larmes de crocodile, comme on en voit beaucoup au Canada. Je pense qu'on ne peut vraiment pas se faire d'illusions, en fait, quant à ça. La réalité, c'est que tant que l'État israélien et la classe dirigeante israélienne vont rester au pouvoir, ben, on ne peut rien s'attendre de positif. On ne peut pas envisager une solution, comment dire, réformiste, hein, où est-ce qu'on ferait juste réformer un peu la société, le régime en place pour émanciper les Palestiniens. Pour prendre l'analogie, je pense qu'on ne peut pas demander à un lion de devenir gentil puis soudainement d'arrêter de manger la gazelle. Aussi, il y a un autre problème, en fait, avec l'idée de rouvrir les frontières puis d'avoir un État unifié qui inclurait les Palestiniens. Ben, en fait, c'est qu'est-ce que cette solution-là à un État propose concrètement? Et si on regarde un peu ce qui se passe, dans la bande de Gaza, je l'ai mentionné tantôt, le chômage atteint plus de 50 %. Les Palestiniens sont dans des conditions complètement désastreuses. Et donc, concrètement, ça serait quoi le plan? Est-ce que ça serait de répartir un peu mieux la misère, en fait, la misère économique, sociale entre les Juifs et les Arabes? Ben, dans un contexte où on est dans la pire crise économique de l'histoire du capitalisme, ben, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que les travailleurs juifs vont accepter une telle situation, en fait, de simplement amoindrir leurs conditions de vie? Je pense que réalistement, ce qu'on peut envisager, c'est que cette solution-là, tout ce que ça va faire, c'est créer les conditions pour une guerre civile en Israël, en Israël-Palestine. Et dans ce contexte-là, ben, c'est qui qui a les guns, c'est qui qui a les armes? C'est du côté israélien, c'est pas les Palestiniens. Et donc, je pense que les Palestiniens vont absolument rien gagner de ça. Et donc, souvent, on présente ça comme une solution de ouvrir les frontières, de créer un État unifié, mais je pense qu'il faut se prendre à l'évidence, en fait, que sous le capitalisme, ça ne fonctionnera pas, en fait. Sous le capitalisme, il n'y a pas de solution. Lénine disait que la question nationale, en fait, en dernière analyse, c'est une question de pain. On ne peut pas espérer une solution pacifique si ça implique qu'une portion de la classe ouvrière va devoir rabaisser ses conditions de vie. Et en fait, je pense qu'il faut voir que c'est seulement en renversant le capitalisme, en fait, et en établissant une société socialiste où la richesse serait au service de la population et non pas dans les poches des patrons, qu'on pourrait envisager une voie de sortie pour l'émancipation des Palestiniens. Et c'est quelque chose qu'on a vu
dans l'histoire, en fait, on a notamment vu ça avec la Révolution russe, comment en renversant le capitalisme, rapidement, les nombreuses nationalités en conflit, comme je pense aux Arméniens, aux Azeris, ont pu en fait dépasser les conflits et être réunis et coexister dans une union économique volontaire. Et évidemment, ça, c'est avant la dégénérescence stalinienne. Et il y a un autre exemple aussi qu'on peut donner, c'est le fameux exemple de la Yougoslavie aussi, où malgré la bureaucratie de Tito, on a pu voir en fait que il y avait un immense feu des conflits nationaux qui ont pratiquement été éteints pendant une longue période sur la base d'une union économique d'États ouvriers, en fait, une union volontaire d'États ouvriers. Donc, je pense que ces exemples-là peuvent nous montrer aussi une piste de solution. Et donc, ultimement, je pense pour mettre fin à l'oppression des Palestiniens, c'est vraiment la classe dirigeante israélienne et son État raciste qui doivent être renversés, en fait. Mais je pense que c'est un peu utopique de croire que l'État israélien peut être renversé seulement par la force des armes. Peut-être m'expliquer ici. Les marxistes, on n'est pas des simples pacifistes. Hein? Je ne suis pas en train de dire que les opprimés ne devraient pas entrer en guerre de libération nationale. C'est pas ça que je dis. Mais une guerre impérialiste contre Israël, c'est voué à l'échec, en fait. Je l'ai mentionné tantôt, ça a été tenté dans la guerre de 6 jours en 1967, puis on a vu qu'Israël est sorti renforcé. Puis je pense qu'aucun État dans la région a vraiment le pouvoir de vaincre Israël militairement. Et c'est la même chose pour les méthodes de terrorisme individuel ou de guérilla. Je pense que c'est vraiment voué à l'échec, en fait. Et la seule conséquence réaliste qu'on peut envisager à travers ça, ça serait encore 70 ans d'oppression palestinienne. Et donc là, on arrive dans une situation où s'il n'y a pas de libération possible tant que l'État sioniste existe et que la guerre, c'est un impasse de l'autre côté pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qui nous reste comme option? Je pense qu'il nous reste seulement que la voie révolutionnaire de la lutte des classes. Déjà, les récentes mobilisations des Palestiniens unis nous ont montré la voie à suivre, en fait. J'ai parlé de l'intifada tantôt. Ça a eu un grand impact et ça a vraiment montré que les méthodes de lutte de classe sont réellement efficaces, en fait. Cela dit, il y a un fait important qui demeure, c'est que les Palestiniens ne peuvent pas renverser l'État israélien par eux-mêmes, tout seuls de leur côté. C'est un peu ça qu'on a pu voir. Et je pense que pour vraiment réussir à renverser le régime sioniste, il faut parvenir à diviser Israël sur des lignes de classe afin d'arracher la classe ouvrière du joug sioniste et d'isoler la classe dirigeante sioniste et donc de la vaincre. Bon, j'entends déjà des gens qui vont dire ben voyons donc, les masses israéliennes, on entend souvent ça des fois, bon, c'est tous une bunch de réactionnaires racistes, jamais on pourra déchirer la société israélienne sur des lignes de classe, c'est impossible, jamais les travailleurs israéliens vont vouloir lutter contre l'oppression palestinienne. On entend déjà des fois même des gens qui disent qu'il n'y a plus de classe ouvrière en Israël, que ça n'existe plus, que c'est juste un gros bloc monolithique fasciste. Je caricature, mais à peine. Premièrement, je pense que c'est complètement fou, en fait, de voir ça comme ça. Mais avant que j'entre un peu dans mon explication, je pense qu'on doit marteler un point. C'est que si on suit cette logique-là, pessimiste, qu'est-ce qui nous reste? Si on propose la guerre, comme j'ai un peu expliqué, c'est un peu condamner les Palestiniens à encore des années et des années et des années de défaite et de dégradation des conditions. Si on dit, OK, d'abord, on va se tourner vers les bons voeux des États impérialistes, on va appeler à l'opinion publique, c'est aussi dire d'une certaine manière que c'est possible d'avoir la paix sous la botte du capitalisme et du sionisme. Et là, je pense que c'est aussi utopiste. Et si ensuite on dit que là, la lutte des classes n'est pas possible, je pense qu'on peut seulement parvenir à la conclusion pessimiste qu'il n'y a rien qui peut être fait. Et aussi bien retourner chez nous. Et donc, nous, les marxistes, on n'est pas des utopistes.
On ne prétend pas que la lutte des classes, c'est une voie facile, hein, puis que c'est simple, puis en claquant des doigts, les choses peuvent changer. Mais je pense que c'est vraiment la seule route, en fait, qui ne va pas nous mener à un cul-de-sac. Et déjà, il y a des fissures dans la société israélienne sur des lignes de classe. Et je pense que les actions et les slogans du mouvement de libération pour la Palestine doivent aller chercher à accentuer ces divisions-là. Pendant l'intifada, l'État israélien a déployé des milliers de soldats pour réprimer le soulèvement des Palestiniens qui, bien souvent, se défendaient juste avec des pierres puis des bâtons. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui ont été vraiment choqués par la brutalité de la répression de l'État. Puis on a vu que la frustration a même atteint une certaine couche de l'armée. Et avant ça, avant l'intifada, on a vu, en fait, à la suite du massacre de Sabra et Shatila en 1982, on a vu naître le fameux mouvement des Refouzniks, qui sont ces Israéliens qui refusent de servir dans l'armée puis qui dénoncent le traitement des Palestiniens, traitement envers les Palestiniens. Le massacre de Sabra et Shatila en 1982, c'était plus de 3000 réfugiés palestiniens au Liban qui vont être massacrés par l'armée israélienne puis ses alliés, les phalanges chrétiennes, qui étaient essentiellement des fascistes. Et quelques jours plus tard, après ça, qu'est-ce qu'on a vu? C'est plus de 400 000 Israéliens qui ont protesté contre les actions du gouvernement dans les rues de Tel Aviv, dans l'une des plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, si le mouvement palestinien avait eu une direction révolutionnaire cohérente, ils auraient pu élaborer des slogans susceptibles d'aller toucher, d'aller connecter avec la classe ouvrière israélienne. Puis il y a des ponts importants qui auraient pu être construits entre les travailleurs juifs et arabes, ce qui aurait pu modifier considérablement l'équilibre de force entre les classes sociales en Israël. Puis aujourd'hui encore, on l'oublie souvent, mais il y a un énorme potentiel, en fait, pour une lutte de classe dans la région qui pourrait briser les divisions religieuses et nationales. Un point à rappeler, c'est que vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans de la Révolution arabe. La Révolution arabe s'est étendue aussi à Israël. D'ailleurs, Israël soutenait le régime de Moubarak. Et on a vu, en fait, on a assisté à des manifestations en Israël sur des enjeux de classe, tels que le logement, le coût de la vie qui était de plus en plus élevé, des enjeux sur la santé, etc. Et même dans les semaines dernières, dans tout le mouvement qui a émergé, on a aussi vu en Israël quelques manifestations où des Juifs et des Arabes étaient unis contre les attaques du gouvernement. Et donc, c'est des brèches, en fait, qu'on voit dans les classes sociales en Israël. Ceci étant dit, j'ai dit qu'on n'était pas des utopistes, les marxistes. La région a connu des décennies et des décennies d'effusion de sang. Et c'est clair, en fait, que l'hostilité et le ressentiment entre les Juifs et les Arabes, ça ne peut pas s'effacer du jour au lendemain. Il faut comprendre ça, en fait. Puis, si on veut gagner, si on veut mettre fin à l'oppression des Palestiniens, je pense que dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, il faut vraiment prendre en compte ce fait-là, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'afin de diviser Israël sur des lignes de classe, ben, on doit parvenir à montrer aux travailleurs israéliens que la lutte pour l'émancipation palestinienne, c'est objectivement dans leur propre intérêt. En fait, aucune section de la classe ouvrière ne profite de l'oppression d'une autre section ou d'un autre groupe. Et ce que je dis là, c'est d'autant plus clair quand on observe la lutte des classes en Israël en ce moment. Peut-être que vous ne le saviez pas, en fait, mais c'est vraiment un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE, avec énormément de pauvreté. Évidemment, ça touche de manière complètement disproportionnée le 20% d'Israéliens arabes, mais ça affecte aussi la population juive. Par exemple, je vais vous donner un exemple, à Jérusalem, 36% des enfants au sein de la population juive vivent sous le seuil de la pauvreté. 36%, c'est 2 fois plus qu'au Canada. Et au Canada, on n'a pas nécessairement un bon bilan. Et dans tout ce contexte, en fait, ce qu'on voit, c'est que la violence qui est utilisée par l'État israélien contre les Palestiniens aujourd'hui, mais c'est la violence qui va être éventuellement utilisée contre la classe ouvrière juive qui va entrer en lutte contre le gouvernement. D'ailleurs, on a vu de plus en plus dans les dernières années des mouvements de la jeunesse et de la classe ouvrière israélienne contre la corruption du régime, contre les inégalités.
Et ça l'a fait face à énormément de répression étatique. Et donc, Marx, il y avait une fameuse phrase de Marx qui disait que tout peuple qui en opprime un autre ne pourra jamais être libre. Puis je pense que ça l'exprime vraiment bien la situation, la réalité pour la classe ouvrière israélienne. Et nous, ce qu'on explique comme marxistes, en fait, c'est que tant que les travailleurs juifs d'Israël seront unifiés derrière le projet sioniste d'opprimer les Palestiniens, ils vont eux-mêmes demeurer opprimés, en fait. Ils ne vont pas obtenir des meilleures conditions de vie, des meilleurs logements, des meilleurs jobs. En fait, c'est l'opposé qu'on voit. C'est l'austérité à l'heure du jour. Et d'ailleurs, pourquoi on a des nouvelles attaques en ce moment contre les Palestiniens? Parce que la classe dirigeante israélienne est en crise profonde, plus capable de gouverner comme avant. On vient de passer à travers 4 élections en moins de 2 ans, instabilité totale. Et dans ce contexte, ben, pour s'accrocher au pouvoir, on voit Netanyahou reproduire le même modèle qu'on a déjà vu par avant, jouer la carte de la haine, détourner l'attention vers l'extérieur, vers le soi-disant ennemi palestinien. Et donc, la classe dirigeante israélienne veut faire croire aux travailleurs israéliens que c'est dans leur intérêt d'opprimer les Palestiniens. Mais c'est faux. Les masses israéliennes ont un intérêt matériel concret à joindre la lutte contre l'oppression palestinienne et à lutter pour renverser le capitalisme israélien. Et donc, je pense que c'est important de faire attention aussi à ça parce que dans nos slogans qu'on met de l'avant dans le mouvement, parce qu'après tant d'hostilité, comme je le mentionnais tantôt, si on présente Israël comme un bloc monolithique ennemi, et donc qu'on n'exprime pas clairement aux travailleurs israéliens qu'on est contre leur État réactionnaire, mais pas contre eux, ben, je pense qu'on va clairement s'aliéner, en fait, les travailleurs israéliens, et donc on ne parviendra pas à gagner, on ne parviendra pas à lutter efficacement contre l'oppression palestinienne. Avec tout ça, je sais, en ce moment, quand on regarde un peu, je vois qu'il y a beaucoup de pessimisme dans la société. Il y a beaucoup de pessimisme aussi dans la gauche aujourd'hui. Puis souvent, les marxistes, quand on met de l'avant des slogans de lutte de classe, quand on parle de révolution, on se fait souvent traiter d'utopistes. On se fait rire de nous, en fait, particulièrement quand on parle du Moyen-Orient. À une certaine époque, notre organisation internationale, donc la tendance marxiste internationale, on mettait de l'avant la perspective d'une révolution au Moyen-Orient, puis on faisait rire de nous. Mais ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a eu la révolution arabe qui a tout chamboulé. Puis ensuite, on va dire que c'est absolument possible, en fait, que la lutte des classes parvienne à dépasser les barrières religieuses au Moyen-Orient. Puis là, on va se faire dire, ben non, c'est pas possible, il y a trop d'hostilité. Mais regardez ce qu'on voit en ce moment. Regardez ce qui se passe depuis 2 ans au Liban, par exemple, où on a un mouvement révolutionnaire uni. On a des mouvements qui vont et qui viennent depuis des mois dans un pays où les divisions religieuses sont absolument gigantesques. Et un des slogans dans le mouvement au Liban, c'était All of them means all of them. Je n'ai pas vraiment été capable de le traduire en français, mais en bref, le message qu'on envoyait, c'était c'est toute la classe dirigeante qui est coupable, indépendamment des divisions religieuses. Donc, on voit en fait l'unité et la conscience qui cheminent. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la crise du capitalisme s'accentue depuis des années partout dans le Moyen-Orient et dans les pays arabes. Et on a vu des mouvements dans les dernières années en Algérie, au Soudan, en Irak. Et en Iran, au moment même, en ce moment, il y a un énorme mouvement. Là, il y a eu les fermiers, là, en ce moment, c'est les travailleurs du pétrole. Dans le dernier mois en Iran, seulement en 1 mois, il y a eu plus de 100 grèves. C'est incroyable ce qui se passe. Et je pense que le mouvement révolutionnaire des masses palestiniennes qu'on a vu récemment, c'est complètement lié à ce processus révolutionnaire général contre l'oppression impérialiste, contre le capitalisme qu'on voit se dérouler partout au Moyen-Orient. Puis dans la période à venir, on va voir des vagues successives de mouvements puissants des masses, de la jeunesse, qui vont faire l'expérience de la lutte des classes, puis qui vont tenter de renverser un régime oppressif après l'autre dans la région. Et dans ce contexte, en fait, je pense que c'est nullement utopique d'envisager une nouvelle révolution dans la région. Et c'est dans cette perspective-là que nous, les marxistes de la tendance marxiste internationale, ben, on brandit le slogan
d'une fédération socialiste au Moyen-Orient où l'oppression pourra enfin prendre fin par des moyens révolutionnaires et où tous les peuples, y compris les Juifs et surtout les Palestiniens et toutes les autres nationalités dans la région, auront le droit de décider enfin de leur propre destin et de trouver un chemin commun vers la prospérité. Et donc, je pense qu'avec ça, en fait, on va pouvoir être sur la voie pour enfin avoir une Palestine libre. Donc, j'ai parlé beaucoup, je vais m'arrêter là-dessus. Merci.